Et voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci de nous suivre comme chaque lundi sur notre page Science et Nutrition. Alors, aujourd'hui, suite à la vidéo de la semaine dernière sur le rôle des antioxydants face aux périodes d'ensoleillement, on nous a posé la question, qu'en est-il par rapport à la pratique sportive? Alors, c'est depuis la jolie ville de Marseille qu'on vous propose, enfin que je vous propose ce sujet. Je pense qu'Amine est un peu plus haut sur la France du côté de Lyon. Les antioxydants ont-ils un rôle à jouer dans la santé du sportif, dans la performance ou voire dans la récupération? Alors voilà toutes les questions qu'un sportif est à même de se poser un jour ou l'autre. Donc bonsoir Amine. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler du stress oxydatif chez les sportifs? Bonsoir et bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Donc le stress oxydatif chez le sportif est un peu différent du stress oxydatif chez quelqu'un Mhm, d'inactif, on va dire, dans le sens où on a certaines voies métaboliques qui s'activent en fait par l'effort physique, par l'exercice physique, qui ne sont pas plus activées que ça chez quelqu'un d'inactif. Et ces voies-là, par exemple, peuvent produire plus de stress oxydatif. C'est-à-dire, c'est un stress oxydatif qui va venir se rajouter en plus sur les voies classiques du stress oxydatif, notamment la production de mhm. radicaux libres par les mitochondries, par exemple, ça on a chez tout le monde, et puis également les cytochromes aussi, la phase 1 de la détoxification, ce sont des oxydases. En fait, les oxydases, en général, les enzymes oxydases qui produisent aussi des radicaux libres chez tout le monde, et en plus de ça, on peut avoir aussi d'autres voies, entre autres des voies comme celle de la xanthine oxydase, par exemple, Mhm. qu'on voit plus active chez les sportifs que, en gros, chez les actifs en général que chez les sédentaires. Et donc, on obtient avec ça beaucoup plus de radicaux libres que chez quelqu'un d'inactif en réalité. Euh, et et donc ça fait que le sportif est plus exposé au stress oxydatif que quelqu'un de normal. En plus, on peut rajouter à cela, bien entendu, euh, tout ce qui est stress oxydatif produit par les mitochondries en plus, parce que chez le Mhm. sportif, bah, il y a une surproduction d'énergie, un besoin énergétique important, et donc une catalysation des substrats énergétiques, surproduction d'énergie, donc un travail plus important des mitochondries tout en incluant aussi dans ce contexte aussi le fait que chez le sportif, on a en moyenne plus de mitochondries que chez quelqu'un qui n'est pas sportif, parce que l'entraînement sportif augmente justement la quantité de mitochondries par l'augmentation de la masse musculaire, etc. Et donc le stress oxydatif chez un sportif est plus important en moyenne chez quelqu'un d'inactif, mais souvent on considère que le stress oxydatif est pathologique. Et d'ailleurs, même chez le non Mhm. sportif, le stress oxydatif a une certaine utilité et il a encore plus d'utilité chez un sportif dans le sens où on a toujours besoin d'un certain stress métabolique créé entre autres par ce stress oxydatif, mais aussi par l'inflammation, le stress nitrosatif, le stress glycan, etc., afin de stimuler les voies de réparation et les voies, entre autres, donc, de l'antioxydation pour qu'elles deviennent plus fortes. En fait, c'est comme si on entraînait nos muscles, notre système nerveux, notre appareil locomoteur, c'est ce qu'on fait donc à travers les entraînements sportifs avec une certaine Mhm. méthodologie en fonction des objectifs qu'on cherche. Et dans ce cas-là, on a aussi la même chose, une sorte de, si vous voulez, une sorte d'entraînement métabolique aussi sur d'autres voies métaboliques autres que les muscles et le système nerveux et le système cardio-respiratoire qu'on connaît très bien, donc dont on connaît très bien les adaptations chez le sportif. Donc on a aussi ces adaptations-là qui s'opèrent au niveau métabolique Mhm. contre le stress oxydatif. Et donc, avec le temps, bien sûr, par exemple, un sportif qui s'entraîne va utiliser une certaine intensité, je parle par exemple de sportifs professionnels, une certaine intensité, il va utiliser ses muscles au cours de ces entraînements-là et ces muscles vont subir des micro-blessures, ce qui va peut-être produire des courbatures ou peut-être aussi, bon,
quand c'est un sportif professionnel, en général, il ne ressent pas ce genre de, ces sensations-là qui sont dues à ces micro-traumatismes au niveau des muscles. Donc, on assiste en quelque sorte partiellement à une certaine dégradation du tissu musculaire au cours de l'entraînement, ce qu'on appelle des adaptations immédiates à l'entraînement, à l'exercice. Et puis, à partir de cela, quand ça s'accumule, on a aussi des phases de récupération qui vont faire que sur le moyen et long terme, on assiste à des adaptations musculaires, voire aussi cardiovasculaires, nerveuses, etc., qui vont dans le sens contraire, c'est-à-dire qui vont réparer les muscles et les rendre encore plus forts. Et c'est exactement la même chose qu'on obtient aussi pour les mécanismes de réparation et d'antioxydation aussi. Donc, on obtient des systèmes d'antioxydation, des systèmes enzymatiques d'antioxydation et de production endogène d'antioxydants qui sont beaucoup plus puissants. Et c'est la raison pour laquelle le stress oxydatif est extrêmement important chez les sportifs. Bien sûr, si on a un excès de stress oxydatif, comme on l'observe dans le cas du syndrome du surentraînement chez le sportif, là, ça va devenir délétère aussi, ça va devenir pathologique. Mais un sportif qui s'entraîne bien avec une bonne méthodologie, dont la charge d'entraînement est bien mesurée, avec des objectifs clairs, etc., son stress oxydatif, il est utile, en fait. Voilà. Justement, puisque tu nous dis que le stress oxydatif est utile, mais alors quelle est l'utilité des antioxydants pour le sportif? Ben oui, justement, c'est les antioxydants, le sportif en fabrique. Okay. Et il y a 3 grandes enzymes connues à l'heure actuelle, antioxydantes, la superoxydismutase, la glutathion peroxydase et la catalase. Et puis, il y a tout un tas d'autres antioxydants qui sont synthétisés de façon endogène, donc du glutathion, du coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, on a aussi la mélatonine, et puis il y en a d'autres qui sont aussi des antioxydants. Et donc, ces antioxydants endogènes plus les antioxydants enzymatiques vont servir à contrer ce stress oxydatif. Maintenant, est-ce que l'apport exogène en antioxydants serait utile pour le sportif? Je dirais oui, dans le sens où il obtient déjà ça dans l'alimentation, en petite quantité, hein, ce n'est pas considérable ce qu'on obtient dans l'alimentation. On obtient surtout des vitamines antioxydantes, vitamine C, A, E. Et maintenant, est-ce que une quantité supplémentaire en plus de ce que fabrique le sportif lui-même et en plus de ce qu'il obtient dans l'alimentation, est-ce qu'elle serait intéressante? Oui, dans le sens où, comme le sportif a une quantité de radicaux libres qui est beaucoup plus importante qu'un non-sportif, malgré qu'il va entraîner donc ces systèmes d'antioxydation, on a toujours besoin d'un apport exogène d'antioxydants. Sinon, même pour quelqu'un qui n'est pas sportif, il a à la fois tout ce qui est endogène et également un apport exogène en antioxydants. Et comme le sportif, comme je disais, il a beaucoup de radicaux libres, il fabrique beaucoup de radicaux libres, ces systèmes d'antioxydation endogène vont s'adapter à cela, mais la quantité d'antioxydants exogènes, ben, ça reste toujours l'alimentation, qui est, on va dire, en moyenne à peu près la même que n'importe qui n'est pas sportif. Donc, si on augmente la puissance des antioxydants endogènes, enzymatiques ou non enzymatiques, par cet entraînement métabolique que j'ai déjà expliqué, il faudra aussi augmenter la quantité des antioxydants exogènes pour faire face également à ce stress oxydatif extérieur, mais il ne faudrait pas non plus en prendre beaucoup dans le but de ne pas inhiber complètement ce processus de stress oxydatif et donc avoir une mauvaise répercussion sur les antioxydants endogènes, comme j'ai déjà expliqué. Oui, donc voilà. Et donc, du coup, le fait de prendre des antioxydants par voie externe, est-ce que ça ne diminuerait pas la production endogène? Justement, ça, c'était un débat, en fait, depuis 20 ans, on va dire, 20 dernières, un peu plus, sur est-ce que entre physiologistes, physiologistes de l'exercice, quand je parle d'un débat, étude interposée, sur
le fait que, est-ce que, par exemple, si on ne prendrait pas de la vitamine C, par exemple, comme antioxydant ou un autre antioxydant, à l'époque, on parlait beaucoup plus de vitamine C, est-ce que ça ne diminuerait pas, dans ce cas, la synthèse, par exemple, de glutathion, qui est endogène, en fait, qu'on obtient aussi dans les aliments, mais qui est endogène. Et donc, ici, je vais vous épargner tout le débat, mais en gros, maintenant, on sait très bien, et c'est bien démontré, que j'ai pris cet exemple exprès, glutathion, vitamine C, qu'il y a un rapport, en fait, d'agoniste entre des antioxydants endogènes et des antioxydants exogènes. Ça veut dire qu'il y a une sorte de synergie. Et donc, biochimiquement parlant, on connaît très bien cette voie où intervient à la fois le glutathion et la vitamine C en même temps. C'est-à-dire que le glutathion étant un antioxydant, c'est un antioxydant, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est un donneur en fait d'électrons, c'est un réducteur. Ouais. Le glutathion l'est aussi, la vitamine C l'est aussi, mais il y a une voie où le glutathion utilise la vitamine C pour optimiser encore plus son effet antioxydant. Ça n'a rien à voir avec l'effet antioxydant direct du glutathion ou l'effet antioxydant du glutathion qui passe par les glutarédoxines ou qui passe par des enzymes antioxydantes en rapport avec le glutathion. C'est un autre effet. Donc ici, ça c'est un exemple, mais on peut donner d'autres exemples dans ce sens-là d'une interaction entre une molécule antioxydante, glutathion en l'occurrence, produite par l'organisme endogènement, et une molécule qui n'est pas produite par l'organisme, en l'occurrence la vitamine C, et qui est apportée par voie exogène. Donc, en gros, on peut dire que, par exemple, le fait de supplémenter en vitamine C, ça donne plus d'efficacité au glutathion et ça améliore le fonctionnement du glutathion. Donc, c'est une activité synergique. Maintenant, reste aussi la question de, ça c'est les antioxydants non enzymatiques. Le glutathion n'est pas une enzyme. C'est un tripeptide. Reste aussi la même question qui se pose avec les enzymes, en fait. Est-ce que quand on donne plus d'antioxydants par voie exogène, est-ce qu'on ne diminuerait pas à ce moment-là la production des enzymes antioxydantes? Et là aussi, encore une fois, c'est différent. C'est-à-dire les antioxydants enzymatiques sont codés par des gènes, en fait. Ils sont codés par des gènes. Donc là, c'est l'expression des gènes qui est étudiée dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte en fait que plus on a d'antioxydants endogènes, non enzymatiques, plus on a d'antioxydants exogènes, plus les gènes qui codent pour les enzymes antioxydants, donc les antioxydants enzymatiques, s'expriment. Donc, on a la même chose, en fait. Si on prend, en gros, un apport exogène d'antioxydants, quel qu'il soit d'ailleurs, y compris des polyphénols ou autres, l'efficacité des antioxydants endogènes est plus importante et la synthèse des antioxydants enzymatiques est aussi plus importante. Donc, il y a un effet de synergie, en fait. Ce n'est pas le contraire, en fait. Ce n'est pas comme on pourrait le penser pour certaines hormones ou le traitement substitutif. Des corticoïdes, par exemple, pourraient diminuer la production par la glande surrénale, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est exactement le contraire. D'accord. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'antioxydants, mais justement, quel type d'antioxydants est-ce qu'il faut utiliser chez le sportif? Il y a différentes catégories d'antioxydants et toutes ces catégories-là sont utiles en fait chez le sportif. J'ai parlé maintenant des antioxydants endogènes, donc non enzymatiques tels que glutathion. J'avais cité aussi l'acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10 également, extrêmement important, vitamine B2 aussi, pas très connu, mais très important, un antioxydant très important. PQQ, par exemple, mélatonine, tout ça, c'est des antioxydants intéressants pour le sportif. On a aussi les polyphénols également.
curcumine, resveratrol, OPC, quercétine, épigallocatechingalate, etc. Il y a aussi la catégorie des caroténoïdes également, notamment bêta-carotène, astaxanthine, lutéine, etc. Il y a également, comme je disais, la catégorie des vitamines, vitamine C, vitamine A, vitamine E, plus les oligoéléments qui ne sont pas des antioxydants à proprement parler. Sélénium, zinc, cuivre, manganèse, ça, ce n'est pas des antioxydants à proprement parler. On peut dire que ce sont des antioxydants indirectement, puisque ce sont soit des cofacteurs, soit des constituants d'enzymes antioxydantes. Donc, tous ces éléments sont antioxydants et sont très utiles pour le sportif. Après, il va falloir voir, en fonction des cas, avoir une discussion sur, pour chaque cas, quels sont plutôt les antioxydants les plus utiles et à quel moment, etc. Justement, alors du coup, puisque tu en parles, dans ce cas, comment est-ce qu'on fait son choix entre CoQ10, polyphénol ou différentes vitamines antioxydantes? Alors, le choix, en fait, se fait au cas par cas, spécifiquement. Maintenant, il y a des grands principes, il y a des constantes qui ne changent pas, mais il y a aussi tout ce qui est spécifique pour chaque personne. Donc là, on pourrait en parler, par exemple, de tout ce qui est principe de base. Donc, par exemple, si on prend le coenzyme Q10, la vitamine B2 aussi, vitamine B2 qui fonctionne aussi en synergie avec le coenzyme Q10. Ce sont des constituants de la mitochondrie en réalité. Et quand on dit constituants de la mitochondrie, on les retrouve plutôt dans la chaîne de transport des électrons, donc la deuxième voie mitochondriale de synthèse de l'ATP. Et là, si on parle de la chaîne de transport des électrons, il y a des électrons, comme son nom l'indique, il y a des électrons qui passent. Si on a moins de constituants de cette chaîne de transport des électrons, entre autres le coenzyme Q10 par exemple, ces électrons, une partie en tout cas de ces électrons, va se retrouver en mode libre et va ensuite activer l'oxygène qui est stocké dans la mitochondrie pour produire les radicaux libres, anions superoxydes et autres. Et donc, le coenzyme Q10 ici est à la fois un constituant qui permet de synthétiser de l'ATP, de l'énergie, très important pour le sportif, et en même temps un antioxydant. Un antioxydant préventif qui prévient la formation de radicaux libres parce qu'il prévient la libération des électrons qui vont former les radicaux libres. Mais en même temps, c'est un antioxydant classique qui est un réducteur, qui peut donner aussi des électrons pour neutraliser les radicaux libres. Donc ça, c'est un antioxydant avec plusieurs fonctions. Donc, si par exemple pour un sportif, on voit qu'il est fatigué, qu'il manque d'énergie, qu'il est dans une phase, par exemple, extrêmement intense, un microcycle ou un mésocycle de choc, intensité élevée, à ce moment-là, ça serait plutôt ce genre d'antioxydant qui l'aide aussi à avoir plus d'énergie. Maintenant, pour un sportif, par exemple, qui est fatigué, qui n'arrive pas à bien dormir, qui, par exemple, s'entraîne très tard la nuit, la nuit, fin de journée, en général, il y a des fins de soirée, il finit par exemple à 20h, 22, 21h ses entraînements. Le système sympathique est extrêmement encore actif, il reste encore actif plusieurs heures après. Donc, s'il n'a pas vraiment un très bon sommeil, etc., ce serait difficile qu'il dorme, en tout cas avec un sommeil réparateur. À ce moment-là, ça serait plutôt de la mélatonine, par exemple. La mélatonine est à la fois un antioxydant si elle est au niveau périphérique, c'est-à-dire en dehors du système nerveux, et quand elle est au niveau central, elle donne cet effet d'endormissement et une amélioration de la qualité du sommeil, par exemple. Bon, ça, c'est un autre exemple. Les polyphénols, par contre, sont des antioxydants, mais à effet pléiotrope, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des antioxydants, ils ont aussi un effet anti-inflammatoire très puissant. Leur effet antioxydant aussi est très puissant. Donc, pour un sportif qui est en phase aussi
de récupération, mais qui a, par exemple, fait une compétition longue, difficile, ou même un microcycle, mésocycle de choc très difficile, il peut prendre des polyphénols, ou même lorsqu'il y a, par exemple, lorsqu'il y a des blessures, par exemple, ou des micro-blessures, ou des gènes, des douleurs musculaires, des choses comme ça, des inflammations. À ce moment-là, ça serait bien de plutôt favoriser les polyphénols qui ont à la fois l'effet antioxydant, mais aussi l'effet anti-inflammatoire également. Là, ça serait très utile. Maintenant, pour tout ce qui concerne les vitamines, oligo-éléments, là, c'est bien par exemple, la vitamine C, c'est un antioxydant standard qu'on peut prendre plus ou moins librement. Ouais. Après, pour les autres micronutriments, le mieux, c'est de faire un bilan micronutritionnel et de voir s'il y a des manques, s'il y a des déficits. À ce moment-là, on les corrige dans ce cas-là. Et donc, c'est en fonction, vous avez compris, c'est en fonction de la situation. Ça, c'est les grands principes. Après, chaque sportif peut être différent et on peut même combiner différents groupes d'antioxydants en fonction des situations. Justement, en fonction des situations, on va aller un peu plus loin justement là-dedans. Justement, dans quelles situations les antioxydants vont être utiles, voire peut-être même indispensables hein, chez les sportifs. Oui, alors j'avais cité quelques situations, par exemple. Donc, les situations où les antioxydants sont les plus utiles, c'est en général des situations où soit la charge d'entraînement est extrêmement élevée, pas par exemple pour un sportif qui est au cours d'un mésocycle de récupération ou d'un mésocycle ordinaire. En général, on ne va pas le supplémenter. Je dis bien en général, il y a des spécificités aussi. Mais en général, en règle générale, on ne va pas le supplémenter en antioxydants. S'il a une alimentation qui est bien équilibrée, qui est riche en antioxydants, etc. Sinon, c'est autre chose, c'est une autre discussion. Pourquoi? Pour justement ce que j'ai déjà expliqué, le fait qu'il faut quand même un certain niveau de stress oxydatif. Il faut laisser quand même le métabolisme s'adapter au stress oxydatif. Sinon, les périodes où il y a une charge d'entraînement très importante, donc période pré-compétitive par exemple, dans certains sports, dans d'autres sports, la période pré-compétitive est plus légère, mais dans certains sports, elle est plus importante, plus intense. Dans des blocs d'entraînement où on a une charge assez importante, comme je disais, des microcycles ou des mésocycles de choc également, au cours des périodes de compétition, de vraies compétitions, pas juste des compétitions de préparation, mais de vraies compétitions où vraiment la charge d'entraînement est très importante. Également dans les cas de syndrome du surentraînement. Ça, c'est une indication extrêmement importante. C'est pas juste, il faut bien comprendre ce que c'est que ce syndrome du surentraînement. C'est codifié, hein, c'est pas juste je me suis entraîné un peu plus. C'est syndrome du surentraînement, c'est un peu comme l'équivalent au niveau professionnel du burn-out, à peu près. Sauf que chez le sportif, ça se manifeste par plein de choses, une baisse de la performance, par beaucoup d'inflammation, par une susceptibilité aux blessures, par un manque de sommeil, par beaucoup de stress, etc. Plein de choses qui Et peuvent… bizarrement aussi, contre toute attente, l'envie de s'entraîner, le besoin, l'impression d'avoir le besoin de s'entraîner plus. Oui, exactement. Oui, et c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser à des sportifs qui sont, je connais un peu le sujet, un peu de loin ou de très près, pardon. Et la première question à poser à un sportif, c'est est-ce que tu as besoin, tu fais une contre-performance, mais est-ce que tu ressens le besoin de t'entraîner ou tu ressens le besoin de te reposer? Si le sportif dit non, non, il faut absolument que je m'entraîne, on peut avoir déjà une petite indication qu'il part vers ou exactement. qu'il est dans le surentraînement. Pardon de Exactement, t'avoir oui. interrompu. Ouais. Non, ça va. Dans ce cas, la première hypothèse à avoir en tête, c'est justement syndrome du surentraînement. Et à ce moment-là, on commence à chercher les autres signes. C'est vrai que c'est le premier signal. C'est en quelque sorte un signal prédictif, en fait. Parfois même, on arrive à rattraper le coup avant même que le syndrome de surentraînement s'installe vraiment. Alors, comme je sais que tu connais vraiment bien le sujet, déjà, je prends rendez-vous avec toi pour qu'on traite ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me passionne pour l'avoir vécu assez régulièrement pour moi ou pour des sportifs que je suis ou que je suivais à l'époque. Donc voilà, on y reviendra
Avec grand ultérieurement plaisir, sur oui. le sujet du surentraînement, qui est vraiment intéressant. Avec grand plaisir. Donc, en gros, pour résumer, les microcycles, mésocycles, blocs Mhm. d'entraînement de choc, intensité élevée, les périodes précompétitives dans certains sports, si c'est des périodes à intensité élevée. Mhm. Ici, ce n'est pas tous les sports qui sont concernés, bien entendu. Également, les périodes compétitives, où là, par exemple, l'usage des polyphénols serait justifié. Les périodes compétitives à titre préventif déjà. Donc ça, c'est assez important. Même la période post-compétitive, c'est-à-dire la période qui suit immédiatement la compétition, les vraies compétitions, pas Mhm. juste les compétitions, comme j'ai dit, préparatoires. Euh, donc ça serait, on va dire, les moments où on peut, et le syndrome du surentraînement spécifiquement pour chacun des sportifs. Ou alors, à ce moment-là, plus Mhm. spécifiquement, si on voit que, parce que c'est pas tous les sportifs qui font ça et c'est pas disponible pour tout le monde et c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça, si Mhm. on arrive à faire, par exemple, un bilan du stress oxydatif, avec les métabolites du stress oxydatif, les enzymes et ainsi de suite, les antioxydants, et qu'on voit qu'il y a un déséquilibre et un problème, un vrai problème au niveau du bilan, à ce moment-là, on pourrait, même en dehors de toutes ces situations que j'ai citées, on pourrait à ce moment-là envisager Mhm. une prise aussi d'antioxydants. Et maintenant, il y a une autre situation, puisqu'on parle de sportifs, là, et donc selon le jargon que je suis en train d'utiliser depuis tout à l'heure, on comprend bien on parle ici de sportifs professionnels. Ouais. Maintenant, pour sportifs amateurs ou même personnes juste actives, hein, personne qui fait footing week-end ou 2 fois par semaine ou qui va en salle pour s'entraîner, musculation ou autre, euh, chez ces personnes-là, ils ont aussi un besoin en antioxydants. Mhm. C'est un besoin ça dépend, qui pourrait être même plus important que chez les sportifs, puisque, comme on disait, les sportifs ont cet avantage, les professionnels ont cet avantage de pouvoir avoir ces adaptations métaboliques à l'antioxydation et autres, qui sont dus justement à un entraînement régulier, d'une certaine charge, avec une certaine méthodologie, etc. Donc, ils ont cet avantage-là. Mais quelqu'un qui s'entraîne juste comme ça, irrégulièrement, ou même régulièrement, mais pas avec une certaine méthodologie, son stress oxydatif sera en général moins toléré. Mhm. Il va tolérer moins ce stress oxydatif. Et donc, c'est utile aussi que donc des personnes qui ne sont pas forcément des sportifs professionnels, mais des non-professionnels ou des amateurs, puissent aussi utiliser des antioxydants, mais pas tout le temps. Faire des cures d'antioxydants, surtout quand ils sentent le besoin, quand ils sentent qu'ils sont Mhm. fatigués, par exemple, qu'ils sont peut-être un peu déprimés à cause de, enfin, qui sont fatigués, par exemple, Ouais, ouais. fatigue physique ou mentale, ou qui n'ont pas vraiment très envie d'aller s'entraîner pour une raison ou une autre, etc. Ça, ce sont des signes qui font que inconsciemment, l'organisme est en train de réagir pour dire ah, Mhm. stop, il y a ici peut-être qu'en plus du travail, en plus de la charge de travail, du stress et tout ça, si on rajoute encore plus d'efforts physiques, comme vous le faites déjà, qui est un peu excessif, ça va être trop pour l'organisme. À ce moment-là, c'est un moment idéal pour pouvoir peut-être augmenter, bien entendu, les antioxydants dans l'alimentation et peut-être ajouter aussi des Mhm. antioxydants en plus. Donc, il n'y a pas que les sportifs professionnels où le besoin en antioxydants est important. Alors, une question qui est utile, c'est, enfin, j'espère utile après tout, pré ou post-entraînement, quand est-ce qu'il vaut mieux prendre nos antioxydants? Alors, justement, c'est une question qui nécessite en fait une réponse plus précise puisque tous les antioxydants ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas le même métabolisme. Mhm. Je pense ici notamment aux polyphénols, parce que les polyphénols, et d'ailleurs toutes les molécules, ont une demi-vie. Ça, c'est Mhm. important, la notion de demi-vie.
Donc, en gros, pour simplifier, sans rentrer dans des détails là, d'expliquer ce que c'est que demi-vie, etc., mais chaque molécule a une durée de vie, en gros, dans le métabolisme. C'est-à-dire, elle va être utilisée pendant un certain temps et puis ensuite recyclée, éliminée, métabolisée, etc. Et donc, la réponse à cette question, elle est comme ceci, en fait. Elle doit prendre en considération cette notion-là. Les polyphénols, en général, ont une demi-vie de plusieurs heures. C'est-à-dire 6 heures, 8 heures, voire 12 heures, voire 24 heures, voire plus. Et donc, les polyphénols, en général, quand ils ont cette capacité-là, comme ils ont cette capacité-là de rester, de durer dans le temps, donc c'est la question que tu as posée ne se pose pas, en fait. Peu importe, en fait. Parce que, admettons, on prend à 20 heures, par exemple, de la quercétine. Le lendemain, à 20 heures, la quercétine est toujours là. Tu vois, donc que tu prends la quercétine avant ta séance ou après ta séance ou même plus tard, on s'en fout, en fait. C'est un cycle, en fait, complet. Tu vois. Et donc, c'est pareil, à peu près pareil pour la plupart des polyphénols. Maintenant, concernant aussi les autres antioxydants, si on prend par exemple l'exemple de la vitamine C, pour prendre un nutriment, enfin, un antioxydant exogène. Donc, on prend la vitamine C pour un effet antioxydant. Donc, l'effet antioxydant de la vitamine C va durer quelques heures. Ce n'est pas comme les polyphénols qui durent plus longtemps. La vitamine C ne va pas durer comme les polyphénols, moins que les polyphénols. À ce moment-là, l'utilité, en fait, c'est quand le stress oxydatif est plus important. C'est là où on devrait prendre. Et à ce moment-là, c'est quand que le stress oxydatif est plus important, c'est à la fin de l'entraînement. C'est là où on a l'accumulation des radicaux libres. C'est-à-dire plus on s'entraîne, plus on produit de stress oxydatif et hop, on a une accumulation, un pool de radicaux libres. Et là, donc, on dirait, théoriquement, je dis bien théoriquement, on dirait après l'entraînement. Maintenant, il y a aussi, il ne faut pas aussi réfléchir juste linéairement. Il faut avoir une certaine pensée complexe dans le sens où le déficit, si on peut parler d'un déficit à ce moment-là chez le sportif, le déficit en antioxydants, ben, c'est un déficit cumulatif en fait. Ça ne veut pas dire qu'il s'est entraîné aujourd'hui, donc il va obtenir le stress oxydatif qu'il a développé aujourd'hui. Il s'entraîne depuis très longtemps et à ce moment-là, il a la dette ou l'accumulation du stress oxydatif depuis longtemps qui est là. Donc, en quelque sorte, dans ce sens-là, le fait de prendre avant ou après aussi les antioxydants n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce cas. Aussi, on a également les antioxydants tels que énergisants aussi, tels que coenzyme Q10, comme je disais tout à l'heure. Donc, le coenzyme Q10, à ce moment-là, pourrait être utile avant la séance d'entraînement, mais pas juste avant, c'est-à-dire ou pas pendant la séance. Donc, ça ne sert à rien, ça. Il faut laisser le temps à la molécule d'être absorbée pour qu'elle rentre dans la cellule, pour qu'elle arrive dans la mitochondrie, pour qu'elle puisse être métabolisée, pour qu'elle puisse être fonctionnelle. À ce moment-là, ça serait bien d'utiliser cela, par exemple, quelques heures avant l'entraînement, 3 heures, 2 heures avant l'entraînement. Coenzyme Q10 est une molécule liposoluble, ça doit être pris au cours d'un repas. Donc, ça dépend en fait de comment quel type d'antioxydant, comment qu'on voit la chose et comment qu'on raisonne. Si on raisonne de façon linéaire, on peut avoir une réponse tranchée sur cette question. Si on raisonne d'une manière un peu plus complexe, bah, c'est un peu difficile d'apporter une réponse tranchée. Et en même temps, ça dépend des besoins exacts du sportif. Donc, désolé de ne pas avoir donné de réponse très claire à ce sujet. Il n'y a pas de réponse, en fait. Oui, voilà. Il faut aller chercher. Maya qui nous demande, pour les enfants sportifs, est-ce qu'on peut leur donner des compléments? J'ai envie de dire oui et non. Dans le sens où
il ne faut pas considérer les enfants comme des adultes en miniature. Oui. L'adolescent est un adulte en miniature, oui. On a toujours un problème avec le nom enfant, hein. C'est ce que Oui, j'expliquais tout à l'heure oui, à ma compagne en disant quand on me pose une question avec les enfants, moi j'ai une fille de 19 ans, c'est toujours mon enfant, j'en ai 47, oui, je suis toujours l'enfant de ma maman. Et quand elle oui, parle de moi, elle dit mon enfant. Donc quand vous parlez d'enfant, précisez un peu les âges aussi oui. et si la courbe de poids ou l'idée du poids est logique aussi, puisqu'un enfant qui pèserait par malheur 25 kilos, même à 16 ans, voilà, la donne est un peu différente. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de préciser quand on parle d'enfant, de l'âge. Ouais. Et dans ce cas, ici, moi, j'ai répondu dans le sens de la définition classique d'un enfant, c'est-à-dire un enfant n'est pas un adolescent dans le sens où Mhm. il ne synthétise pas encore les hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire en gros moins de 12 ans, Oui, mais en voilà, moyenne, Maya, 12 mois en moyenne. Voilà. Maya, justement, nous précise que c'est moins de 12 ans. Merci, Maya. Oui. Concernant les nutriments, les vitamines, par exemple, peuvent être prises par des enfants. On a des recommandations Mhm. comme ça internationales pour les différentes vitamines par rapport au dosage. Donc ça, c'est classique. Certains autres composants aussi sont classiques aussi, peuvent être pris par des enfants, mais avec précaution. Donc c'est pour ça que je ne veux pas m'avancer plus que ça par rapport à Mhm. cette question-là. Il faudrait avoir, bien entendu, l'avis d'un expert, d'un médecin ou d'un thérapeute formé au sujet et qui, à ce moment-là, voit l'enfant, le Mhm. consulte, voit ses besoins spécifiquement et à ce moment-là, on décide. Mais voilà, on peut Ouais, pas comme ça. ouais. En gros, c'est un sujet un peu délicat. Mais en théorie, oui. Mhm. Un enfant peut prendre des antioxydants si nécessaire. Ouais. Hélène qui nous demande en cas de fracture de fatigue, à part du repos, est-ce qu'il y a des antioxydants à privilégier pour une récupération plus rapide? Ah, lorsqu'il y a fracture de fatigue, là, je dirais c'est un peu trop tard. Euh, Mais dans le C'est-à-dire cadre de les la antioxydants. récupération ou pour pouvoir Oui, justement récupérer plus vite la justement, mobilité? les antioxydants Mhm. peuvent avoir, je ne dirais pas un effet préventif de ça, parce que ce n'est pas un effet préventif direct, mais un effet qui va participer ou contribuer avec d'autres choses, d'autres éléments à cet effet préventif contre les fractures de fatigue. Mais oui, lorsqu'il y a fracture de fatigue, il faudrait déjà bien se reposer, bien manger. Il y a toutes les règles d'hygiène de vie classiques, de style de vie, euh, plus bien entendu tout ce qui permet une bonne calcification, Mhm. vitamine D, magnésium et ainsi de suite. Euh, et bien entendu tout ce qui permet de diminuer l'inflammation. Les antioxydants sont bien dans ce cas-là, mais à Ouais. ce moment-là, ce serait des polyphénols, puisque là, on cible pas Mhm. uniquement le stress oxydatif, mais le stress métabolique en général qui va ralentir la consolidation. S'il y a trop d'inflammation, trop de stress oxydatif, en général, ça ralentit la consolidation de l'os. Donc, c'est dans ce On- sens-là. Donc, il faut choisir les antioxydants. Ok. Les enzymes, par contre, seraient intéressantes à prendre en cas de fracture ou de restructuration d'une fracture. Alors, il n'y a pas On en grand-chose parlait, il me là-dessus. semble, la fois Oui, dernière sur les enzymes, hein, justement, oui. en parlant d'activité. Oui, il y a pas grand-chose là-dessus. Il y a quelques, pas études expérimentales Mhm. proprement dites, mais il y a quelques scientifiques qui en parlent dans des revues, des Mhm. chapitres de livres scientifiques, des choses comme ça. Euh, Ça pourrait avoir un intérêt, oui, mais également, comme on n'a pas vraiment, si on parle par exemple de la bromélaïne ou des enzymes comme ça Oui. végétales, on n'a pas vraiment un recul par rapport à leur effet réel, surtout sur la coagulation. Mhm. Ça qui pourrait poser problème en fait. Donc, on peut utiliser, mais à utiliser avec précaution et avec un suivi de quelqu'un qui s'y connaît.
Mm. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on peut prendre des antioxydants de manière continue ou est-ce qu'il faut faire des phases dans son plan d'entraînement et est-ce Non. qu'on doit... Bah, déjà, si on suit ce que je disais tout à l'heure par rapport aux situations où on peut utiliser les antioxydants chez le sportif, Mhm. déjà, on a compris ici que c'est pas continu, puisqu'on n'a pas 5 mésocycles de choc de 1 mois chacun qui se Oui. succèdent, sinon le sportif est déjà mort. Mhm. On a une alternance au niveau de la planification, mésocycle ordinaire, de choc, de récupération, etc. Et donc à ce moment-là, c'est clair que ça impose une alternance, des cures en fait. On fait Mhm. des cures alternées, et c'est même pas des cures en fait. Là, on peut parler de cures pour quelqu'un qui n'est pas sportif professionnel. Là, à ce moment-là, on lui dit il faut faire des cures, il faut faire par exemple un Mhm. mois euh, pendant cette période et un autre mois pendant une autre période et ainsi de suite. Mais pour un sportif professionnel, si on suit les moments où les antioxydants devraient être pris, c'est les cures sont déjà imposées par la planification d'entraînement, en fait. Ouais. On en dit mésocycle de choc, ben c'est durant le mésocycle de choc. Compétition, c'est durant la compétition. Période pré-compétitive, c'est durant la période pré-compétitive, etc., etc. Donc, intéressant de prendre en compte le planning d'entraînement d'un sportif de haut niveau, puisque eux ont des plannings d'entraînement contrairement à un sportif lambda qui fait son Oui, sport, mais qui néanmoins un sportif lambda peut quand même peut oui, quand même tomber dans un surentraînement, hein. oui, Même exactement. à 3 entraînements semaine, parce que j'ai parfois eu des sportifs qui me disaient, oui, mais je m'entraîne que 2 ou 3 fois par semaine, mais même comme ça, on peut être en surentraînement. Enfin, tu me confirmes? Oui, oui, tout à fait, dans le sens où un sportif amateur ou quelqu'un qui fait juste du sport comme ça, il n'a pas une planification, il n'a pas une méthodologie claire. Le plus Mhm. souvent, hein, je ne dis pas, il y a peut-être aussi certains qui ont ça, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un travail à côté, qui a Mhm. beaucoup de choses à gérer autour. Les sportifs professionnels aussi, mais pour les sportifs professionnels, le sport prend beaucoup plus de place, Mhm. il a beaucoup plus d'importance, dans le sens où un sportif professionnel, en général, pas toujours, mais en général, il gagne sa vie, du moins partiellement, en participant à des compétitions, en faisant... bon. Donc ça, et même s'il ne gagne pas sa vie à travers ça, pour lui, le sport est extrêmement Mhm. important et beaucoup plus important que quelqu'un qui n'est pas sportif professionnel. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui n'est pas un sportif professionnel peut très facilement être dépassé par ce qu'il a à gérer autour, plus le Mhm. sport. Et donc, il peut très bien se trouver en mode surentraînement, en syndrome du surentraînement, sans qu'il le sache déjà, hein. Parce Mhm. qu'un Mhm. entraîneur, il sait très bien voir, un entraîneur professionnel, il sait très bien voir un sportif en surentraînement. Donc, il sait détecter ça de manière assez précoce, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais par contre, quelqu'un qui s'entraîne tout seul ou dans son coin, ça c'est un peu difficile. Et donc il peut se sombrer dans le syndrome du surentraînement Mhm. beaucoup plus facilement, oui. Alors, c'est intéressant parce que le, pour faire juste la parenthèse là-dessus, on constate quand même que des sportifs de haut niveau qui vont être en surentraînement, c'est parfois par obligation, hein, parce que le programme a peut-être été mal fait ou la planification des compétitions a été mal pensée par les dirigeants sportifs. Par contre, le particulier, enfin celui qui fait son sport comme ça, c'est juste parce qu'il est happé par l'envie d'un meilleur résultat et happé par l'envie de mieux faire, simplement. Donc là, il n'y a pas d'obligation, c'est simplement je rentre du boulot, j'ai envie d'aller courir et le lendemain matin, je me réveille tôt, je pense à me réveiller pardon, plus tôt pour aller courir aussi. Donc il y a vraiment une distinction, je pense, à faire de ce côté-là qui est assez intéressante. Parfois, l'envie de faire mieux, l'envie, je dis bien, fait on peut tomber dans cette, dans le surentraînement sans s'en rendre compte, effectivement. Alors, j'ai Sarah qui nous demande si les jus de légumes sont à prendre avant ou après. Avant ou après Ah, compétition ou avant ou après entraînement, je ne sais pas. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais oui, enfin avant ou après, je pense l'effort physique en gros. oui. Euh,
bah, c'est ni avant ni après, en fait. Parce que si on dit Voilà. avant, c'est 30 minutes avant ou Mm. quoi. Non, non, en fait, c'est en dehors de l'effort physique, tout simplement. Si Voilà. c'est avant, bah, il va y avoir l'indigestion, Mm. soit indigestion, soit baisse de la performance, en fait. Mm. Donc, c'est l'un ou l'autre. En général, c'est indigestion, des reflux, voire Ouais. vomi, si on vomit si l'intensité d'effort est trop Problèmes importante. intestinaux. Ou Voilà. diarrhée, hein, si ça Oui, oui, passe voilà. plus bas. Donc, non, c'est pas avant. Après, pourquoi pas, mais je dirais pour la plupart des sportifs, juste après, il y a d'autres choses plus intéressantes à prendre qu'un jus de légumes. Mhm. Un jus de légumes, on a tout le temps, on a 24 heures pour pouvoir le prendre. Donc en général, c'est des substrats énergétiques plutôt ou protéiques qu'on prend, donc un repas protéiné ou une collation énergisante à prendre juste après le repas, l'effort physique. Je parle pour un sportif professionnel, hein. Donc maintenant, Ouais, ouais, ouais. c'est une autre discussion pour quelqu'un qui fait du sport juste Mhm. amateur. Alors, avant-dernière question, Hélène qui nous demande si ce serait intéressant de mettre de la vitamine C dans la gourde lors d'un effort de longue durée. Ah, dans la gourde, on peut mettre plein de choses. Mhm. On peut mettre plein de choses, oui. Enfin, en général, c'est des liquides isotoniques qu'on Oui. utilise. Euh, et donc, non, je ne dirais pas spécialement de la vitamine C. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça n'apporte pas plus d'intérêt que ça. Voilà. Mais ça ne fait pas de mal non plus. Mais Donc, j'imagine que là, le sens de la question, c'est soit pour pouvoir récupérer, enfin pour la performance, est-ce que ça va nous aider à la performance ou est-ce que par après, ça peut nous aider à la récupération, pas même si on forcément, le non. prend pendant. Non, pas forcément. Ce qui aide vraiment, c'est quand on a une charge minérale au niveau du liquide qu'on Mhm. consomme, surtout lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'on transpire beaucoup et que l'effort est long. À ce moment-là, ça aide beaucoup à empêcher qu'il y ait une mobilisation trop importante des minéraux, des oligo-éléments qu'on a dans les tissus. Et comme donc ce qu'on va consommer à travers ce liquide, bah, ça contient ces minéraux, ces oligo-éléments, bah, ça va se retrouver dans le sang et ça sera donc la première chose qui sera éliminée par la Mhm. transpiration ou par les reins. Et donc, ça va diminuer un peu la mobilisation trop importante des minéraux qu'on a ça va les épargner, des minéraux tissulaires. D'accord. Mais pour les antioxydants au cours de l'effort, ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur la performance. Mhm. Les antioxydants, en général, on les donne autour de l'effort ou après en phase de récupération. Et là, ça peut donner des effets intéressants sur le moyen terme. Mhm. Mm. OK. OK, eh bien, merci pour cette présentation, enfin pour ces explications. Merci à tous et toutes pour vos différentes questions, pour votre participation, votre écoute. N'hésitez jamais à partager évidemment les vidéos. On se retrouve pour notre part lundi prochain. Amine, salut, bonne soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt et salut Amine. Salut, merci. Au revoir. À la Au revoir. prochaine.